Eh bien, on va passer à la troisième et à la dernière intervention, avec un témoignage là aussi de la capacité des universités à produire des solutions innovantes. Donc nous accueillons Claire Wajman et Maëlle Planche, INP CNP, accompagnés non pas de Cédric Dame, qui a eu un empêchement, mais de Anne Bavazano-Desbrières de l'université Grenoble-Alpes. Bonjour. Rien à faire, vous avez juste à le mettre. Il suffit de parler fort. Voilà. Bonjour, donc je suis Anne Bavazano, je suis chargée de diffusion de plateformes numériques à l'université Grenoble-Alpes. Donc je suis le porte-voix de Cédric Dame qui malheureusement a eu un empêchement aujourd'hui, à son grand regret. Mais l'important aujourd'hui, c'est le témoignage de Claire, notre enseignante, ainsi que le regard de chercheur que Maëlle portera sur ses propos. Claire, tu es enseignant-chercheur à l'université de Grenoble-Alpes. Tu enseignes la physique à des étudiants de licence. Qui dit physique dit travaux pratiques. Ah, ces fameux TP, qui les aurait oubliés? Eh bien moi, je les ai oubliés. Alors s'il te plaît, raconte-moi comment ça se passe, les séances de travaux pratiques. Quelles sont les modalités des travaux pratiques dans ton cursus? Alors, bonjour. Les travaux pratiques, je dirais, en modalité classique, en physique, en première année, c'est des demi-groupes, donc un enseignant pour 16 étudiants. C'est les étudiants travaillent en binôme. En général, ils ont une préparation à faire en préalable de la séance. Et puis, en séance, ils vont faire les manips, recueillir des données, les traiter en vue de répondre à une question ou à une problématique qui leur est posée. Et ensuite, ils doivent rédiger un compte-rendu. Souvent, il arrive souvent qu'ils aient du travail à finir et donc le rendu se fait après. Et on a une évaluation à la fois sur la partie préparation et sur le compte-rendu. Et alors, comment se déroulaient ces TP avant que tu n'utilises une plateforme spécialisée? Raconte-nous un peu. Alors là, je vais vous parler de TP de mécanique, donc en première année. Donc ces TP de mécanique avaient au départ une partie de préparation aussi. C'est une partie de préparation assez théorique. Ça porte sur des contenus qui sont nouveaux pour les étudiants. Donc quand on arrive au niveau des TP, en général, c'est des contenus qui ne sont pas très bien maîtrisés. Donc les étudiants font la préparation, ils rendent cette préparation en début de séance. Bon, en général, je n'ai pas le temps de la regarder, donc en fait, je ne l'évalue qu'après la séance. Et donc pendant la séance, donc, ils vont recueillir des données. Pour ces TP, il y a vraiment une grosse partie de traitement de données. Donc ce traitement de données, ça veut dire des calculs, des graphes, de la modélisation. Et pour cela, ils ont besoin d'utiliser un tableur. Donc en général, ils utilisaient Excel ou LibreOffice, des choses comme ça. Et donc il y avait beaucoup de travail à faire là-dessus. Ils n'arrivaient pas à finir, donc ils devaient finir chez eux. Et là, quand on a ce type de logiciel, d'outils, ça se passe sur un ordinateur. Et c'était compliqué pour eux de continuer à travailler ensemble. Donc ça, c'était un peu une difficulté. Et donc ils rendaient après la séance. Moi, je récupérais ensuite et je faisais le rendu beaucoup plus tard. Alors, quels étaient les plus gros problèmes auxquels tu faisais face avec cette façon de travailler? Donc là, en fait, vous pouvez le percevoir déjà, c'est finalement, on a tous ces supports. Il y a un rendu qui est à la fois papier ou quelquefois c'est des PDF qui sont déposés sur une plateforme, mais il y a aussi un rendu des fichiers Excel ou autres. Et donc ça, c'est de toute façon toujours compliqué de récupérer des documents. Et là, c'était un petit peu plus compliqué. Bon, en plus, quand moi je reprenais ce qu'ils avaient fait, franchement, quand vous avez des étudiants relativement débutants, les choses sont encore peu structurées pour eux, déchiffrer un fichier Excel des étudiants, j'y passais un temps dingue et j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils faisaient. En plus, il y a cette histoire de préparation. Donc les préparations, elles étaient souvent pas terribles. Je n'avais
quand je les suivais pendant les séances, en fait, je ne savais pas d'où je partais, puisque je n'avais pas eu le temps de regarder la préparation. Et en fait, cette préparation théorique, pour eux, c'était un exercice formel, alors qu'en réalité, si on regarde bien, c'est la préparation du modèle dont ils ont besoin pour confronter ensuite leurs données à ce modèle. Et ça, ils ne le perçoivent pas du tout, ils ne le percevaient pas. Et comme je ne voyais pas leur préparation, c'était difficile pour moi d'amener toutes ces choses-là. En gros, j'avais toujours un train de retard par rapport au retour que je pouvais leur faire. Et c'était assez inefficace du point de vue des... C'est assez frustrant, en fait, hein, du point de vue de ce que je leur... Et puis après les séances, ils devaient se débrouiller, ce que je disais tout à l'heure, hein, ils devaient se débrouiller tout seuls avec leur fichier Excel pour essayer de travailler ensemble. Ceux qui sont le plus expérimentés utilisaient des Google Docs, mais pour faire du bon travail scientifique avec ça, sur tableur, c'est pas évident. D'accord. Donc, alors, si on récapitule, Claire, avant, les cheveux un peu ébouriffés, un peu dépités, qu'est-ce qui se passait? Donc, tu te heurtais à des problèmes pratiques, à savoir l'accès aux productions de tes étudiants et la lisibilité de ces productions, ce qui t'empêchait de suivre leur travail, que ce soit en amont de la séance pour la partie théorique, mais aussi en aval du TP pour la finalisation du compte-rendu. Tes étudiants collab avaient du mal à travailler ensemble hors des séances. L'évaluation du travail de tes étudiants ne leur permettait pas de progresser avec ce système d'évaluation sommative. Et donc, au final, ces TP ne remplissaient pas leur objectif pédagogique. Alors, tu t'es intéressé au numérique pour soutenir ta pratique. Et tu es tombé sur une plateforme qui s'appelle Labenbook. Donc tout d'abord, je vais peut-être dire quelques mots sur Labenbook, parce que ce n'est pas forcément mondialement connu encore, mais on y travaille. Donc Labenbook est une plateforme spécialisée dans l'enseignement des sciences expérimentales, donc physique, chimie, biologie, à destination des lycéens et des étudiants. La plateforme permet aux enseignants de structurer les activités des apprenants. Ainsi, les étudiants rédigent directement leur compte-rendu de travaux pratiques ou d'activités en ligne de façon collaborative. Et à cet effet, ils utilisent des outils intégrés propres aux sciences expérimentales. D'accord ? Et enfin, la cerise sur le gâteau, comme dirait Claire, grâce à ces fonctions de communication et à ces dashboards, enfin ces tableaux de bord, l'enseignant peut suivre et accompagner ses apprenants tout au long du cycle de l'activité, pendant la préparation, pendant la séance et bien sûr en aval lors de la rédaction du compte-rendu. Donc Claire, il y a eu ce moment où tu t'es emparée de Labenbook. Alors qu'est-ce qui a alors changé dans ta pratique ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, le fait qu'ils travaillent directement sur la plateforme, une fois qu'ils ont récupéré leurs données, tout se passe sur la plateforme. Donc la préparation, les traitements, tous les graphes, la modélisation, toutes ces choses-là, ça se passe sur la plateforme. Et comme j'ai structuré les choses en amont, donc là, ils ont tout et ils y ont accès en permanence. Et moi aussi, j'y ai accès en permanence. Et je vois ce qu'ils font. Donc là, au niveau du travail pour eux, en dehors des séances, il n'y a pas de problème, en fait, ils peuvent travailler ensemble et les documents, tout ce qu'ils sont en train de produire, c'est accessible en permanence à tout le monde, à chacun. Donc, comme moi j'ai aussi accès, du coup, en amont de la séance, quand on n'est pas en séance, en amont de la séance, et puis après, je réponds à leurs questions en différé, mais du coup, en fait, tout du long, en fait, je peux les accompagner du début de leur travail jusqu'à la fin. Et le top du top pour moi, c'est que je leur ai demandé de finir leur préparation une demi-journée avant la séance. Du coup, quand j'arrive en séance, en début de séance, je fais un retour détaillé sur tous les points qui posent problème. Collectivement, et puis s'il y a des points de détail, individuellement. Et là, les étudiants, ils adorent, parce que ça leur permet réellement de revenir, ils vont corriger, reprendre ce qu'ils ont fait. Et donc là, c'est complètement différent. Ils adhèrent complètement à cette démarche. Très très vite, ils comprennent leur avantage. C'est quelque chose qu'on ne leur donne jamais la possibilité de faire, de reprendre un travail.
Donc ça, c'est vraiment très productif, d'autant plus que, étant donné que cette fois-ci, cette préparation, elle commence vraiment à servir à quelque chose, je peux la resituer en tant que modèle. Et donc, j'ai commencé à poser les choses comme ça avec eux, et puis petit à petit, en fait, j'ai repris le compte-rendu et je l'ai réorganisé pour les entraîner, en fait, dans une démarche scientifique. Parce qu'en fait, le modèle, quand il le confronte avec les données, les 3/4 du temps, ça ne marche pas. Dans ces manips, en fait, c'est assez long à mettre au point. Donc, en fait, il y a toujours des problèmes. Et donc, je leur ai dit, finalement, ne nous attachons pas aux résultats, mais essayons de comprendre ce qui ne va pas. Et là, les étudiants commencent aussi à regarder les données d'une façon différente. En gros, si vous demandez, posez une question à des étudiants, je pense que vous connaissez tous ça, ceux qui sont enseignants, vous leur demandez quelque chose, la réponse attendue c'est blanc, ils vous diront, dans mes données c'est blanc, même si ce n'est pas du tout le cas. Donc là, en fait, ils changent de posture, c'est plus l'objectif, et à ce moment-là, ils commencent vraiment à regarder les données. Ils font de l'exploration. L'outil de données de la Benbook est très commode. Non seulement moi j'arrive à le décoder facilement, mais eux-mêmes ça leur permet de reprendre des choses, de refaire, d'explorer, de reprendre des modèles. Et donc là on va beaucoup plus loin et ils sont très enthousiastes en fait à rentrer dans cette démarche. Alors ils n'arrivent pas toujours à répondre à la question posée, mais au bout du compte, au niveau des apprentissages, à la fois expérimentaux et théoriques, en fait, moi, là, je les vois vraiment beaucoup progresser. Et au niveau de la relation avec tes étudiants, qu'est-ce que ça a changé? Alors, du coup, ça change beaucoup la relation avec les étudiants, parce que on n'aborde plus du tout les choses de la même manière. Entre autres, il y a cet outil de suivi de la Benbook où je vois comment ils travaillent sur chacun des documents. Donc, quelquefois, quand il y a quelque chose qui se passe, il n'y a pas l'air de se passer, en fait, ça me met la puce à l'oreille et je vais les trouver et on discute ensemble de leur manière de travailler. Et ça m'a permis quelquefois de trouver des cas particuliers d'étudiants qui ont des difficultés. Par exemple, typiquement des étudiants qui travaillent. À ce moment-là, on regarde ensemble comment on va aménager les choses pour eux. Et je ne leur dis plus, vous me rendez à telle date parce que j'ai une note à vous mettre. Donc ça les surprend beaucoup. On va aménager au mieux. Et donc finalement, mon objectif a énormément changé. Mon objectif, c'est de les accompagner tout du long, le plus loin possible, en les prenant du point là où ils partent. Et justement, comment se passe l'évaluation du travail des étudiants désormais ? Alors là, au niveau de l'évaluation, en fait, je ne mets plus de notes à la préparation ni au compte-rendu. Ce que je dis à mes étudiants, c'est je vais prendre en compte le sérieux avec lequel vous faites le travail. Alors évidemment, il faut que je leur mette une note au bout du compte. Et ce que je fais, c'est que je leur propose, une fois que les TP sont terminés, individuellement, on prend 2 jours, on choisit 2 jours où ils sont disponibles, et moi aussi. Et pendant ces 2 jours, individuellement, je leur propose de reprendre un morceau d'un DTP et de l'améliorer. Et là, ils peuvent récupérer sur la Benbook, c'est très facile, ils vont récupérer tout le travail qu'ils ont fait, ce qui est fait n'est plus à faire, et donc là, ils vont faire ce travail. Et pendant tout ce moment, je réponds aux questions, je les aide, c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Et donc là, en fait, je continue sur cette lancée où je les accompagne le plus loin possible. Voilà. Alors, Claire, les cheveux après avec la Benbook, le brushing a tenu cette fois. Donc, alors, avec la Benbook, qu'est-ce qui a changé? Tu as un accès permanent à des supports lisibles et structurés. Cela te permet de suivre les travaux des étudiants sur la durée totale du cycle de TP et de leur enseigner une démarche expérimentale, pas la démarche expérimentale, scientifique, pardon. La collaboration entre les étudiants a été renforcée et tu peux alors apprécier, non pas évaluer, mais apprécier leurs progrès et leurs acquis tout au long des TP et tu passes ainsi à un mode d'évaluation formative. Donc, je te remercie Claire pour ton témoignage passionnant et passionné. J'ai demandé à Maëlle de nous rejoindre là. Donc Maëlle, tu es sociologue,
Ça y est, je suis perdue. Je travaille au Centre des nouvelles pédagogies et au laboratoire informatique de Grenoble. Voilà, tu fais des recherches sur les usages du numérique éducatif et tu as utilisé l'Abenbook pour ces recherches. Est-ce que tu peux nous dire quelles questions tu as abordées pendant ces travaux de recherche ? Alors oui, donc moi je travaille dans une équipe qui s'intéresse à la question de l'appropriation du numérique dans l'enseignement et notamment à la question des transformations pédagogiques impulsées par l'usage du numérique. Et une première difficulté à laquelle on s'est confronté quand on a commencé à travailler sur ces questions, c'est finalement de savoir si on pouvait... on constatait qu'il y avait énormément de travaux qui établissaient des liens entre l'innovation technologique et les transformations pédagogiques, mais finalement peu de travaux qui permettaient de décrire le processus de transformation, véritablement, comment il s'opère à partir du moment où on met un outil numérique dans une classe, qu'est-ce qui se transforme, comment ça se transforme, et surtout, je viens de le dire, qu'est-ce qui se transforme, c'est-à-dire sur quoi on va agir dans le cadre de la séquence pédagogique. Donc pour répondre déjà à cette première difficulté, on a cherché un peu dans la littérature les modèles existants qui pouvaient nous permettre de comprendre ce processus. Et on a trouvé en premier lieu un modèle intéressant que vous connaissez peut-être, qui est le SAMR de Puentedura, qui est un modèle intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il établit une distinction entre ce qui relève plutôt de l'amélioration... Ce qui relève de l'amélioration de l'enseignement. Donc les deux premiers niveaux, la substitution et l'augmentation dans son modèle. Donc la substitution, c'est en fait, on substitue à un outil qu'on utilisait avant, on le remplace par l'outil numérique. Donc ça va être par exemple remplacer le papier par du numérique, mais il n'y a pas d'amélioration fonctionnelle au niveau pédagogique. Ça change strictement rien finalement sur la pédagogie de l'enseignant. Le niveau d'augmentation qui là est plus ou moins la même chose que la substitution, avec une amélioration fonctionnelle quand même de la tâche qui est réalisée. Et ça, Puentedura le distingue de vraiment la transformation pédagogique pour lui, avec deux autres niveaux. Donc la modification, où là on a le numérique va permettre une reconfiguration de la tâche qui était produite avant. Et puis le dernier niveau qui est la redéfinition, où là on va voir se créer une nouvelle tâche grâce à l'introduction du numérique. Donc c'est un modèle qui nous a intéressés, mais qui présente des limites pour nous, en tout cas pour ce qu'on voulait faire. La première limite, c'est que finalement, il reste assez imprécis sur le contenu de ce qui se transforme dans la séquence d'enseignement. On ne sait pas finalement, on ne sait toujours pas ce qui se transforme dans la séquence d'enseignement. Et puis l'autre limite, c'est que c'est un modèle qui est très hiérarchique. Donc vous voyez, on a l'impression que la finalité, c'est finalement la redéfinition. Or, nous, on s'est quand même dit, tout type de transformation peut être intéressante et déboucher vers une reconfiguration de l'enseignement. Donc on a cherché un peu ailleurs comment déjà on pouvait caractériser les éléments d'une séquence d'enseignement qui pouvaient se trouver impactés par un outil numérique. Et c'est chez Biggs qu'on l'a trouvé, donc quelque chose que vous connaissez peut-être, le modèle de l'alignement pédagogique de Biggs. Biggs, il distingue 3 éléments dans une séquence d'enseignement. Les objectifs d'apprentissage, donc qui sont en fait les connaissances et les compétences que les étudiants vont devoir acquérir à l'issue de l'enseignement. Le deuxième élément, ce sont les activités pédagogiques. C'est en fait toute l'organisation de l'activité de l'enseignant. Est-ce que l'enseignement va se passer en présentiel, à distance? Comment va s'organiser le travail entre les étudiants? Est-ce que je les fais travailler en binôme, tout seul, etc. Donc c'est tout ce qui concerne l'organisation en fait de l'enseignement. Et puis le troisième niveau, c'est l'évaluation. Ce qui est intéressant chez Biggs, c'est qu'en fait, lui, il nous dit, pour qu'une séquence pédagogique soit réussie, pour qu'elle puisse atteindre son objectif, en fait, il faut qu'il y ait un alignement entre ces 3 éléments. Donc nous, on est reparti de ces 3 éléments pour caractériser en fait nos séquences d'enseignement, et puis on les a mis en relation avec le modèle précédent, le SAMR, pour voir finalement quand est-ce qu'on pouvait parler de transformation et pour pouvoir analyser finalement l'incidence du numérique sur chacun de ces éléments. Et donc, ce qu'on a comme modèle, c'est, si on reprend la substitution, donc qui, je vous le rappelle, dans le modèle de Puentedura, c'était juste on remplace
on remplace un élément par un autre élément, mais sans qu'il y ait de modification fonctionnelle sur la séquence pédagogique. Donc là, on voit que rien ne bouge. On introduit un outil numérique, rien ne bouge dans nos éléments. Le deuxième niveau du SAMR, c'était l'augmentation. Donc là, on peut avoir une augmentation d'un des éléments sans que ça fasse bouger tous les autres éléments de la séquence pédagogique. Il n'y a finalement pas vraiment de remise en cohérence de tous ces éléments-là. Le troisième niveau, qui est la modification, où là, on peut imaginer qu'on a un élément de la séquence pédagogique qui bouge et qui commence à entraîner un changement dans un autre élément de la séquence pédagogique. Et puis donc là, c'est les trois possibilités. Et puis notre troisième niveau, qui serait en fait la redéfinition et la transformation, c'est-à-dire qu'on va avoir un élément de la séquence pédagogique qui va bouger grâce à l'outil numérique, ce qui va entraîner en fait une modification des autres éléments de la séquence pédagogique et tout va se réaligner. Voilà, donc nous on est parti, c'est une hypothèse, disons que c'est un postulat, c'est de dire que finalement on peut parler de transformation pédagogique avec le numérique quand l'introduction du numérique permet de faire bouger un élément qui entraîne aussi le mouvement sur tous les autres éléments de la séquence pédagogique. Voilà. Alors, je vais très vite. Merci, c'est très instructif. Donc, Maëlle, comment analyses-tu alors l'expérience de Claire à la lumière de ce modèle? Alors, ce qu'on voit en fait dans le témoignage de Claire, c'est que donc elle introduit la BenBook et on voit que la première transformation, elle, dans son activité, ça va lui permettre finalement de transformer ses activités pédagogiques. Elle va accéder directement au compte-rendu de ses étudiants. Elle va se mettre à les suivre à distance, en dehors des séances de TP, et elle va pouvoir aussi avoir un regard finalement sur ce qu'ils font au niveau de la partie théorique, si je ne me trompe pas, Claire. Et voilà, donc on a un premier mouvement qui s'opère grâce à l'outil sur les activités pédagogiques de Claire. Le deuxième mouvement, c'est qu'on voit qu'à partir du moment où elle peut accéder à distance aux travaux de ses étudiants, elle se rend compte, elle met le doigt en fait sur quelque chose d'important dont elle avait en fait finalement presque pas conscience, c'est le fait de pouvoir les suivre à distance et régulièrement qui lui fait mettre le doigt dessus, c'est que finalement ses étudiants ne comprennent rien à la démarche expérimentale et qu'ils ne font pas le lien entre la partie théorique et ce qu'elle va leur faire faire après en TP, en pratique. Et donc, elle se met à redéfinir ses objectifs d'apprentissage, puisqu'on le sent dans son témoignage. Elle dit bien finalement, elle s'est mise à faire de son objectif pédagogique premier le fait qu'il comprenne ce que c'est qu'une démarche expérimentale. Et ça, elle ne l'avait pas posé en fait aussi clairement avant d'utiliser l'outil numérique. Et puis en parallèle à ça, en fait, on a un troisième mouvement, c'est qu'en suivant ses étudiants régulièrement, elle se met à transformer aussi ses modalités d'évaluation et elle arrête en fait avec l'évaluation sommative en fin de semestre, c'est ça, à la fin du semestre, pour passer à une évaluation formative tout au long du travail des étudiants. Et puis, je suis partie dans le mauvais sens. Et puis le quatrième niveau, c'est que finalement cette évaluation va venir s'aligner avec la redéfinition de son objectif d'apprentissage, qui est finalement qu'ils acquièrent, qu'ils comprennent ce que c'est qu'une démarche scientifique, quoi. Donc voilà, en fait avec Claire, on a vraiment l'illustration d'une transformation pédagogique complète. Si on suit notre modèle, finalement on arrive à une transformation pédagogique intégrale. Bravo Claire. Merci Maëlle pour cet éclairage sous le prisme de la recherche. Tu nous as fait prendre un peu de hauteur, ça fait du bien. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions. Ouais, je ne sais pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On va pouvoir voir quelques questions. Il y a des questions dans l'assemblée. Vous avez été très très clair. Hein, alors, oui, certainement. Mais... Donc, on vous invite à venir nous rejoindre sur le manche debout là-bas, si vous voulez voir à quoi ressemble la BenBook. Et nous vous remercions de l'intérêt que vous avez témoigné à notre témoignage. Bravo, merci.